Bonjour, voici donc la troisième vidéo consacrée à l'Union européenne, ennemie du progrès social. Si vous n'avez pas encore vu les deux précédentes consacrées au marché et à la règle d'or, ennemie du progrès social, je vous enjoins à le faire. Donc vous retrouverez ces deux vidéos, l'une sur le marché, l'autre sur la règle d'or, en description. Donc je vais partir du principe que nous savons déjà tous sur la règle d'or et le marché. Maintenant reprenons le dogme libéral, selon lequel, pour réduire le chômage, il faut et il suffit qu'il y ait de la croissance. De la croissance pour salarier, pour dépenser, donc pour produire, donc pour donner plus de travail, etc. La croissance de quoi? La croissance de l'activité économique, c'est-à-dire du PIB, le fameux produit intérieur brut. Le PIB, la croissance, la divinité des libéraux. Pour rappel, le PIB, c'est une expression mathématique de l'activité économique produite sur un territoire donné, l'activité au sens de celle qui exige un échange d'argent. Si je vous aide à réparer votre toit, je ne contribuerai pas au PIB. Si vous cultivez des poireaux en utilisant vos propres graines, c'est idem. Pas d'augmentation du PIB. Par contre, si vous avez un accident de voiture et que vous la faites réparer, bingo, vous contribuez à l'augmentation du PIB. Fabriquer des armes, payer ses médicaments et prendre l'avion, cela contribue à l'augmentation du PIB. Donc la croissance, le PIB, ce n'est pas bien en soi, c'est juste un indicateur. Bon, mais souvenons-nous de la logique libérale et des objectifs de l'Union européenne. Favoriser le marché et réduire la dette. Favoriser le marché et réduire la dette. Ou en tout cas, améliorer le rapport entre la dette et le PIB. Réduire la dette, augmenter le PIB, l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. La logique est la suivante. Si l'on produit plus, on salarie plus, et les salariés achèteront plus de produits qu'il faudra fabriquer, etc. Ce qui augmentera le PIB. L'ensemble semble cohérent, surtout si les marchés de consommation s'étendent, c'est-à-dire si la population augmente ou si les producteurs rencontrent de nouveaux consommateurs à l'étranger. Bah oui, si vous faites plus de frigos, il faut les vendre. Donc il faut un marché de consommation, des gens qui les achètent. Cependant, sur un marché concurrentiel, un marché où il y a de la concurrence, il n'y a pas qu'une seule usine qui fabrique des frigos, en mutation permanente, cela signifie que les producteurs d'un pays doivent constamment améliorer leur compétitivité ou leur productivité. Sinon, l'offre de produits ne pourra plus concurrencer celle des autres pays. Au passage, vous en conviendrez, cela signifie que ce qu'on gagne d'un côté, un autre pays le perd. Compétitivité et productivité. C'est ça qui motive la recherche et le développement. Mais comme il y a un risque constant de rencontrer une trop forte concurrence, et aussi comme les marchés de consommation bougent beaucoup, il faut permettre aussi aux entrepreneurs de licencier plus facilement. Ben oui, sinon ils auront peur d'embaucher, puis de devoir payer les travailleurs à rien foutre. C'est feignant. Au niveau de chaque entreprise, dans un marché concurrentiel, le raisonnement se tient. C'est ce qu'on appellerait faire de la microéconomie. Mais si l'on regarde l'ensemble, si l'on fait de la macroéconomie, et il faut regarder l'ensemble si l'on veut agir et vivre comme un collectif, il y a un hic. Un double hic. Le double hic de la productivité et de la compétitivité. On vient de le voir, quand le marché est en mutation constante, ce sont les entreprises qui amélioreront au moins l'un de ces deux facteurs qui remporteront le plus souvent la mise. Pas toujours, mais le plus souvent. Et donc, d'autres entreprises licencieront ou fermeront. Pertes et profits. L'augmentation de la productivité, c'est la capacité qu'a une personne avec les mêmes ressources de produire plus demain qu'hier. Mais si on augmente la productivité, fatalement, on a besoin de moins de gens pour faire le même nombre de choses. Ce qui a donc pour conséquence qu'à moins de partager les gains de productivité au sein de toute la population, certains resteront sur le carreau. C'est ce qu'illustre ici le dessin. Et partager, non mais ça va pas, c'est pas libéral ça. Non, ça voudrait dire qu'au lieu de rémunérer le capital pour les gains réalisés, on réduirait par exemple le temps de travail. Quelle horreur! Et donc arrivé à un certain stade de consommation, vu qu'on ne peut pas tous acheter 12 réfrigérateurs, il n'y a plus d'augmentation possible de la consommation. Et donc, il est inutile de prêcher pour que les chômeurs cherchent un travail qui n'existe plus. Car ce n'est pas l'offre qui crée de l'emploi, ce ne sont pas les entreprises qui créent un besoin de travail, c'est la demande. S'il n'y a pas de demande de produits ou de services, il est inutile de fonder une entreprise. On imagine mal un magasin de mode dans le désert du Kalahari,
personne n'en a besoin. C'est parce qu'une population dans un pays froid où l'on se chauffe à la cheminée a besoin de bois que l'on peut envisager d'installer une entreprise de bûcheronnage. Il faut du froid, il faut des gens qui aient froid, sinon le bûcheron, il n'a pas l'air con. Ce n'est pas la croissance qui crée de l'emploi. La croissance est juste le thermomètre qui montre qu'il y a un peu plus d'activité économique. Elle constate un état de fait. Elle constate de l'activité passée, la croissance. Mais cette amélioration passée peut être le fait de gains de productivité et ne pas correspondre du tout à la création d'un emploi. Je vous donne un exemple. Si mon bûcheron, qui jusque-là utilisait une hache, décide de s'acheter une tronçonneuse, il va se mettre à couper bien plus de bois d'un seul coup sans avoir eu à embaucher qui que ce soit. Alors certes, il aura acheté une tronçonneuse qui aura donné du travail une fois à quelques entreprises en amont. Mais s'il entretient bien son instrument, il ne devra plus en acheter avant longtemps. Certaines activités produisent de l'emploi, évidemment, comme la fabrique de tronçonneuses, surtout si on en vend à des gens incapables de les entretenir comme moi, ou si elles sont faites pour s'abîmer quoi qu'on fasse. Cette image représente une technique qui existe depuis des centaines d'années, peut-être même beaucoup plus. Le flottage, comme mode de transport du bois, est attesté depuis le Moyen-Âge. En voilà une activité qui, en s'étendant dans tous les coins du monde, où l'on trouve des forêts et des rivières, et où en aval de ces rivières on a besoin de bois, on a pu faire exploser le transport et la consommation de bois sans avoir besoin d'engager beaucoup de monde. Je ne suis pas en train de dire que la croissance de l'activité commerciale n'est pas liée du tout à la création d'emplois. Mais elle n'en est pas un indicateur fiable. Le seul indicateur fiable de la création d'emplois par an, c'est le nombre de créations d'emplois par an. Quant à la réduction du chômage ou de la misère, il n'y a pas de solution qui puisse venir du libéralisme. Le libéralisme réduit les coûts et se fiche des sacrifiés. Mieux, il en exige. Donc, si je gagne des points de productivité, je peux faire plus avec autant de ressources. Je n'ai pas besoin d'engager quelqu'un. Et si la consommation n'augmente pas, les gains de productivité feront qu'on aura besoin de moins de travailleurs. C'est ainsi que si j'ai le choix entre deux travailleurs rémunérés de la même manière, j'ai tout intérêt à choisir le mieux formé parce qu'il sera plus productif. Théoriquement, si je peux faire autant avec 3 travailleurs que ce que je faisais avant avec 4, parce que désormais mes 3 travailleurs sont mieux formés ou mieux équipés ou travaillent dans de meilleures conditions, je n'ai pas créé de l'emploi, j'en ai détruit. Si une usine peut faire avec 300 ouvriers ce qu'une autre fait avec 400 à conditions égales, l'usine de 400 ouvriers fermera. Cela dit, nous ne sommes pas dans un espace fermé où l'on peut se contenter de comparer la productivité. Et voici le tour de la compétitivité. Ce qui importe à l'entrepreneur, ce n'est pas le confort de ses ouvriers ou leur capacité à produire plus avec moins de ressources. Ce qui intéresse l'entrepreneur, c'est de produire plus pour moins cher. C'est la compétitivité, c'est-à-dire la possibilité de produire la même chose ou plus pour moins cher. Ou même un produit de moins bonne qualité, mais qui pourra se vendre moins cher et qui cassera plus vite, donc il faudra remplacer, mais... Mettons que si nous prenons des travailleurs italiens et des travailleurs slovaques, dont la productivité est comparable, parce que le régime communiste ONI avait plutôt bien formé ses travailleurs, il y a de bonnes chances pour que l'on choisisse les Slovaques, parce que les salaires sont plus bas en Slovaquie qu'en Italie. Au total, la compétitivité ne permet pas de créer plus d'emplois. Elle favorise l'emploi de travailleurs moins bien payés, qui ne pourront pas consommer autant que ceux qui sont mieux payés. Même si l'on considère les différences de niveau de vie entre l'Italie et la Slovaquie, par exemple, le résultat sera au mieux un déplacement d'emploi et non une création d'emplois. On pourrait imaginer d'engager des gens à la fois moins productifs et plus compétitifs, autrement dit qui travaillent moins bien, mais sont bien moins chers. Et alors, il en faudra plus. C'est ce qui s'est passé bien des fois, notamment dans la production textile par exemple. Plus d'usines en Europe, puisque les petites mains sous-payées d'Asie du Sud-Est fabriquent nos vêtements à des prix ridicules, dans des conditions que nous ne supporterions pas plus d'1 ou 2 semaines. Et au total, ce sera une distribution de salaires moindre et donc pas d'augmentation de la consommation ou alors de produits de moins bonne qualité. Alors je vous rappelle, au cas où vous l'avez oublié, que le mot compétitivité est primordial dans les traités de l'Union européenne, puisqu'il s'agit de l'une des bases les plus fondamentales de l'économie de marché et de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. L'objectif à terme est transparent. Convaincre les citoyens de l'Union européenne que s'ils veulent conserver du travail, il faudra qu'ils renoncent à toutes les conquêtes sociales, comme les livreurs à vélo et les parataxis l'ont déjà fait. Barroso l'avait souligné en 2010 en termes choisis. Ce qui se passe en Europe, c'est une révolution silencieuse. Une révolution qui mène à une gouvernance économique plus forte par petites étapes. Moins de contestations, moins de discussions, plus de marché, plus de concurrence, plus de mondaie.
Quelques mots encore. La crise que nous vivons depuis plusieurs années, mais aussi celle du coronavirus, ont permis à certains esprits brillants de lâcher certaines idées qu'ils n'osaient sans doute pas prononcer jusqu'ici. Des représentants du patronat, mais aussi quelques responsables politiques ont envisagé très sérieusement de remettre en question les horaires de travail et la nature des congés payés, voire même leur existence propre. Après tout, confinés comme nous l'étions, nous étions en congé, non ? Tout ce temps que nous n'avons pas passé à travailler pour le patronat, il ne faudrait pas qu'il soit perdu pour tout le monde. La crise du coronavirus a aussi précipité la plupart des pays du monde dans une zone de dépression, voire de récession. Autrement dit, une baisse du PIB. En parallèle, il a fallu soutenir plein de gens, salariés, indépendants, entreprises, dont moi d'ailleurs, parce que leurs revenus s'effondraient et qu'ils risquaient de ne plus pouvoir payer leurs factures ou de devoir mettre la clé sous la porte. Autrement dit, les pays se sont souvent endettés encore plus et sont venus sauver donc le monde de l'entreprise. Donc la règle d'or dont nous parlions dans la précédente vidéo ne tient plus du tout. Mais si j'étais vous, je ne préjugerais pas de ce qui va se passer. En dépit des discours qui se veulent rassurants, par exemple du gouvernement de la communauté Wallonie-Bruxelles, les gouvernements libéraux comptent bien aller vers encore plus d'austérité dans les services publics, et ce sous prétexte précisément de l'augmentation de cette dette et de la chute du PIB. Simplement, on va revoir les délais du TSCG pour nous faire avaler la pilule par petits paquets. D'abord les profs, puis les infirmières, puis les cheminots, ou l'inverse. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo de cette partie. Un choc violent, c'est le moment idéal pour réduire les conquêtes sociales, parce que la population est anesthésiée et n'ose réagir. Nous sommes dans le cauchemar de Naomi Klein que vous devez lire si vous n'êtes pas convaincu. Alors il n'y a pas 36 solutions. Soit nous acceptons leur logique, soit nous la refusons. Mais si nous la refusons très vite, nous affrontons les traités de l'Union européenne. En attendant, partagez cette vidéo et cliquez sur la cloche parce que je ne vais pas en rester là. Comme promis, d'autres vidéos bien saignantes vont venir, avec comme point d'orgue et sans doute plus tôt que je ne l'avais prévu, celle qui envisage les solutions.